Clairement, personne au Moyen-Âge ne s'est levé en se disant « Tiens, si j'allais poignarder un noble à la gorge pour 12 pièces d'argent et l'honneur de me cacher dans un tonneau pendant 3 jours ?» Devenir assassin, c'était pas un plan de carrière, plutôt l'arrêt de bus quand ta vie a pris un virage hardcore. La plupart des assassins médiévaux, c'étaient pas des solitaires mystérieux entraînés dans des temples au sommet des montagnes, mais plutôt des paysans désespérés, des soldats déshonorés, d'anciens voleurs avec une bonne visée, ou des mecs tellement hors des radars de la société qu'ils pouvaient buter un type et quand même pas être remarqués au recensement. Si t'étais blindé, tu devenais pas assassin, tu en engageais un. Si t'avais un titre, des terres, ou même une chèvre à ton nom, t'étais dans le management. Mais si t'étais juste échappé de la prison de Data, que t'avais une réputation pour régler les problèmes, et que tu pouvais te faufiler dans une taverne sans qu'on te remarque, félicitations, quelqu'un quelque part allait te faire glisser une bourse pleine de pièces sur la table et chuchoter un nom. Et c'était pas un nom fun. On te demandait pas d'éliminer Bob, le cultivateur de navets tranquille. C'était généralement un baron corrompu, un évêque avec trop d'or, ou un type avec 12 gardes du corps et des douves. Le salaire était tentant, le boulot terrifiant, mais au moment où quelqu'un y pensait, il n'avait plus rien à perdre. Pas de famille, pas d'avenir, et certainement pas de mutuelle dentaire. Sans parler de l'absence totale d'avantages en nature. Pas de retraite, pas de gloire, pas de soirée off. Tu pouvais pas vraiment accrocher une pancarte qui disait « Élimination discrète sur rendez-vous ». Fallait juste rester discret, bouger vite, et ne jamais dire à personne ce que tu faisais dans la vie. Surtout pas en gueulant à la taverne, un verre de bière à la main. Ah ouais, je suis vendeur de tapis itinérants, les taches, c'est de la teinture. Donc, ouais, personne ne rêvait de devenir assassin médiéval. Ils atterrissaient là parce que le monde les avait mâchés et recrachés. Avec une capuche, et un poignard rouillé. T'étais pas le héros, t'étais même pas le méchant. T'étais la note de bas de page qui mettait tout le monde mal à l'aise, et qui probablement ne vivait pas assez longtemps pour profiter de l'argent. Faisons éclater le premier mythe, direct. Les assassins médiévaux ne s'entraînaient pas à la lueur des bougies dans un monastère caché avec des mentors sages et de la musique de flûte inspirante en fond sonore. Il n'y avait pas de montage. Pas de prof. Pas de discours de motivation. Si tu apprenais quelque chose, c'était en ne mourant pas les premières fois que tu essayais. La plupart des assassins n'étaient pas des professionnels entraînés. C'étaient des amateurs désespérés avec un sens de l'orientation correcte et la capacité de grimper silencieusement sans éternuer. Si tu avais une expérience militaire, nickel. Ça voulait dire que tu savais tenir un couteau correctement. Sinon, eh bien, poignarder quelqu'un est assez intuitif. Mais s'échapper ensuite avec tes 2 reins intacts, ça demande du talent, ou de la chance. Généralement juste de la chance. Il n'y avait pas de manuel. Pas de réunion d'orientation de la guilde. Pas de consigne de sécurité. On ne t'apprenait pas comment repérer un sosie, ou où les nobles gardent leur sortie de chambre. Tu découvrais ça en étant pendu à un rebord de fenêtre, en te demandant si t'avais pas rampé dans les quartiers des domestiques, encore une fois. Le poison, c'était des essais et erreurs, avec un accent appuyé sur erreur. Parfois, ça marchait. Parfois, ta cible devenait juste légèrement étourdie et plus méfiante de sa soupe. Parfois, tu buvais la mauvaise coupe. Il n'y avait pas de numéro vert anti-poison au Moyen-Âge. Juste l'espoir, des suppositions à base de plantes, et un estomac solide. Bien sûr, si t'étais chanceux, et je veux dire genre gagné au loto chanceux, tu aurais peut-être acquis des compétences auprès de voleurs ou de mercenaires. Peut-être qu'un vieil assassin t'aurait montré comment marcher sans faire grincer les pavés. Mais le mentorat, c'était pas la norme. C'était rare et de courte durée, parce que les assassins ne prennent pas leur retraite, ils disparaissent. L'entraînement aux armes ? Oublie. T'allais pas te balader avec une épée large. T'avais un poignard que t'avais volé à un garde. Peut-être un garrot si t'avais envie de te la jouer sophistiquée. Et tout ce qui rentrait sous ta cape sans faire de bruit. Donc non, t'étais pas un maître d'arts martiaux ténébreux. T'étais un type avec des mains calleuses, des pas silencieux et une relation profondément malsaine avec les ruelles. Le succès ne venait pas de l'entraînement, il venait de la survie. T'apprenais à tuer en le faisant rapidement, salement,
puis en disparaissant avant que quelqu'un puisse faire un croquis de ton visage et l'agrafer à la porte d'une église. Bref, ton éducation était brutale, pratique et n'offrait aucune cérémonie de remise de diplôme. Juste des bleus, des taches de sang et la prise de conscience rampante que t'étais sacrément seul. Parlons de pourquoi t'es devenu assassin en premier lieu. L'argent. Froid. Lourd. Délicieusement dépensable. La promesse de ça, c'est ce qui t'a embarqué là-dedans. Mais la réalité? On te payait en mensonge. Quand quelqu'un engage un assassin, il ne veut pas une relation à long terme. Il veut un service ponctuel, sans paperasse, et idéalement, sans témoin. Toi y compris. Il t'offre une bourse d'argent. La moitié maintenant, la moitié quand le boulot est fait. Ça, c'est s'ils sont généreux. Mais voilà le truc. Quand le boulot est fait, c'est le code pour après qu'on ait vérifié que t'as pas foiré, ou que tu nous as pas fait mauvaise figure, ou que t'as pas laissé de traces qui remontent jusqu'à nous, ou que t'as pas survécu assez longtemps pour en parler à qui que ce soit. Donc, tu fais le boulot. Tu te faufiles dans l'ombre. Tu risques ta vie. Peut-être que tu tues un baron dans son sommeil. Pas joli, pas poétique. Et quand tu reviens? Ah oui, à propos du paiement. Le client s'est enfui. Désolé. Ou pire, ils essaient de te tuer. Un coup de couteau dans le ventre, c'est moins cher qu'une prime. Et même quand tu te fais payer, c'est jamais assez. Pas pour le risque. Pas pour le sang. Pas pour les 3 jours que t'as passé caché dans une meule de foin avec des puces et des remords. Tu reçois une poignée de pièces, un hochement de tête bref, et un rappel que t'étais jamais là. Aussi, anecdote amusante, certains contrats étaient des pièges politiques. On te disait d'assassiner quelqu'un de dangereux, pour découvrir que c'était un leurre avec des gardes qui attendaient. Félicitations, tu viens de marcher dans une opération d'infiltration avec ton nom déjà gravé sur le gibet. Et même quand le marché était réel, tu pouvais pas vraiment aller au tribunal et déposer une plainte. Votre honneur, j'aimerais poursuivre Lord Edmund pour rupture de contrat d'assassin. Le seul tribunal que t'allais voir, c'était celui où t'étais l'exposé. Donc tu apprenais à prendre ce que tu pouvais. À exiger le paiement à l'avance. Et à ne faire confiance à absolument personne. Pas même au petit scribe gras qui jurait que ce boulot allait changer ta vie. Il l'a fait, surtout en la raccourcissant. Être un assassin, ça voulait dire vivre de promesses brisées et disparaître avant qu'elles ne te brisent. Alors t'as pris le boulot. On t'a menti sur le salaire. Tu vas probablement mourir. Maintenant, parlons de l'équipement. Oublie les romans fantastiques et les jeux vidéo furtifs. Il n'y avait pas de lame rétractable au poignet, de bombes fumigènes, de dagues enchantées ou d'arbalètes qui se pliaient proprement dans ta botte. Ta trousse à outils se composait de tout ce que tu pouvais voler, aiguiser ou cacher sous une cape en lambeaux sans faire de bruit. Si t'avais de la chance, et je veux dire trouver une pièce d'or dans la chaussure d'un mort chanceux, t'avais un bon poignard. Pas orné. Pas courbé comme une dent de dragon. Juste aiguisé. Espérons-le sans rouille. Et idéalement, qui ne sentait pas le dernier type que t'avais poignardé avec. Le poison, ça existait, bien sûr. Mais c'était pas aussi glamour qu'un langouste à goutte dans un gobelet de vin. La plupart des poisons médiévaux étaient imprévisibles, fabriqués à partir de plantes, de minéraux ou d'entrailles de crapauds. Certains fonctionnaient instantanément. Certains prenaient des heures. Certains faisaient vomir ta victime pendant 2 jours, puis elle se rétablissait, plus en colère et maintenant très méfiante du ragoût. Des cordes. Parfois utiles. Tu pouvais étrangler, grimper ou attacher quelque chose avec une. Mais t'avais intérêt à savoir comment l'utiliser rapidement. Parce que rien ne gâche l'ambiance comme essayer de lutter avec quelqu'un en murmurant « Attends, qu'elle ne passe en dessous déjà ». Des arcs? Efficaces, oui. Si t'en avais un. Si tu savais comment tirer. Et si t'essayais pas de le faire passer en contrebande à travers un palais déguisé en fleuriste. La plupart des assassinats étaient rapprochés. Pas le temps pour un tir élégant. Juste rapide, silencieux et si possible, pas assez salissant pour glisser dedans. Et t'avais pas de backups. Si ta lame se pliait, se cassait ou tombait dans un puits, il était temps d'improviser. Une tuile d'ardoise?
Peut-être un clou rouillé? Ça vaut le coup. Une boucle de chaussure avec de l'intention? Dans les moments désespérés. Tu transportais tes outils cachés dans des ourlets, des bottes ou à l'intérieur de pains creux si nécessaire. Et tu les gardais près de toi. Pas pour la sécurité, mais parce que dans ce métier, ton arme était ton meilleur ami, ton patron et ton seul plan de retraite. Il n'y avait pas d'amélioration. Pas de bricolage avec l'équipement entre les missions. Tu ne polissais pas ton kit, tu priais pour qu'il ne te trahisse pas en pleine frappe. Parce qu'en fin de compte, ce n'était pas l'arme qui tuait, c'était toi. Seul. Mal équipé et censé faire des miracles avec une cuillère et une prière. On n'engageait pas des assassins pour éliminer des ivrognes au hasard dans des ruelles. Personne ne te payait pour poignarder Jeff, le fabricant de bougies somnol. Tes cibles étaient importantes. Des nobles. Des évêques. Des officiers militaires. Parfois même la royauté. Et ces gens-là, ils étaient très difficiles à tuer. Premièrement, il y avait les gardes. Pas un ou deux. Des douzaines. Armés. Blindés. Et bien nourris. Certains gardaient l'avant. Certains l'arrière. Certains se contentaient de se tenir là, l'air intimidant, en te défiant de cligner des yeux de travers. Tu passais des jours à mémoriser les schémas de patrouille, les grincements de porte et exactement combien de marches il fallait avant que le type avec l'asthme ait besoin de souffler. Deuxièmement, il y avait les murs. Les châteaux n'avaient pas de porche. Ils avaient des herses, des meurtrières et des douves pleines de choses qui mordent. Si tu ne tombais pas dans l'eau, tu devais encore t'inquiéter des fentes de tir à l'arc et de l'huile bouillante. Oui, de l'huile bouillante. Ta description de poste incluait « peut se faire flambarder s'y regarde à travers ». Troisièmement, il y avait les domestiques et le personnel. Les cuisiniers, les scribes et les garçons d'écurie. Un mauvais regard de ta part et il chuchotait au capitaine de la garde plus vite que tu ne pouvais dire « je suis juste l'herboriste ». Les assassins ne combattaient pas seulement les épées, ils combattaient les commérages. Et les commérages médiévaux voyagent à la vitesse de la lumière si ça signifie que quelqu'un peut garder sa tête. Et enfin, ta cible. Paranoïaque. À juste titre. Ces gens étaient entourés de poignards dans le dos. Des parents avec des revendications sur leur titre et 3 douzaines de personnes qui faisaient semblant de les aimer. Ils ne mangeaient pas sans goûteur. Ils ne dormaient pas sans 3 serrures sur la porte. Certains dormaient même dans des lits factices ou changeaient de pièce comme une version mortelle de la chaise musicale. Et ne t'emballe pas si t'apprends qu'ils assistent à un festin. Oui, ils seront ivres. Mais toi aussi. Et tu devras quand même passer devant les gardes royaux, 3 chiens, un bouffon très alerte et 50 témoins tenant des chopes. Même s'approcher de ta cible pouvait prendre des semaines. Se faire passer pour un serviteur. Corrompre une femme de chambre. Se cacher dans des tonneaux. Et quand le moment arrivait enfin, t'avais un seul coup. Un seul moment précis. Parfait. Non grinçant. Non sanglant. Et fantomatique. Où t'allais devenir le prochain moyen de dissuasion publique suspendu à la porte du château avec un panneau qui disait « bien essayé ». Soyons honnêtes. Quand tu imagines un assassin médiéval, tu imagines probablement des robes noires élégantes, des protections en cuir, peut-être une capuche mystérieuse flottant au clair de lune. En réalité, tu ressemblais à un chevrier malade avec quelque chose à cacher. Les déguisements au Moyen Âge n'étaient pas vraiment à la pointe de la mode. T'avais pas de cape faite sur mesure ou d'armure rétractable. T'avais tout ce que tu pouvais récupérer. Des haillons de paysans. Une robe de moine de taille trop grande. Ou les restes d'un uniforme de garde qui sentait définitivement encore son ancien propriétaire. Le but était de se fondre dans la masse. Mais se fondre dans la masse signifiait ressembler à tous ceux qui ne s'étaient pas baignés depuis 2 semaines. Qui boitaient à cause de vieilles blessures. Et qui avaient une tique nerveuse due à la malnutrition. Tu avais l'air suspect non pas à cause de ta cape, mais parce que tu n'arrêtais pas d'ajuster ta ceinture pour cacher un poignard enveloppé dans de la gaze. Et oublie les masques. Il n'y avait pas d'option Guy Fawkes. La plupart des couvre-visages te faisaient juste ressembler à un lépreux, ce qui était idéal pour éviter la conversation, mais terrible pour entrer dans les soirées. Si quelqu'un demandait qui t'étais, tu devais réfléchir vite.
Je suis frère Tobias, je m'occupe de la prière silencieuse et de l'entretien du toit. Même en supposant que tu aies passé les gardes, les familles nobles n'étaient pas remplies d'idiots. Les domestiques remarquaient les visages inconnus, surtout ceux qui laissaient tomber des pots de chambre et ne pouvaient pas nommer le chat du cuisinier. T'étais toujours je ne t'ai jamais vu auparavant d'être assommé avec un chandelier. Et si ton déguisement fonctionnait, félicitations, tu devais maintenant rester dans le personnage pendant des heures tout en faisant semblant de ne pas remarquer tous les gens qui méritaient d'être poignardés qui se baladaient. Aussi, les perruques, ça n'existait pas. Si t'avais besoin d'avoir l'air plus vieux ou plus jeune, t'étais obligé de te barbouiller de terre sur le visage, de plisser les yeux et d'espérer que personne ne s'approche assez près pour remarquer que ta barbe était collée avec du miel. La vérité, c'est que ton déguisement ne te protégeait pas. Il te donnait peut-être 5 minutes de confusion. Après ça, tu devais être parti. Invisible. Ou très, très convaincant. Et si quelqu'un voyait à travers, eh bien, disons que personne ne veut être l'assassin pris dans la buanderie de l'évêque, portant un habit de nonne et tenant une épée. Surtout pas un jour de fête. Au Moyen-Âge, si t'étais un assassin, t'avais pas d'équipe. T'avais pas un acolyte avec une arbalète. Un alchimiste intelligent dans un repère secret. Ou un responsable qui te donnait des parchemins codés et des encouragements chaleureux. T'avais toi. Un poignard rouillé. Et des problèmes de confiance paralysants. Il n'y avait pas de guilde. Du moins pas celles sur lesquelles tu pouvais vraiment compter. Et s'il y avait des murmures d'une confrérie d'assassins, c'était surtout des discussions de taverne alimentées par l'hydromel et l'ennui. T'avais plus de chances de rencontrer un fantôme qu'un autre tueur professionnel qui voulait faire du réseautage. Pourquoi l'isolement? Parce que dans ton business, moins de gens savaient que t'existais, plus longtemps tu vivais. Chaque contact était un risque. Chaque langue qui se délie, un nœud coulant potentiel. Même ton client pouvait ne pas connaître ton vrai nom. Et s'il le connaissait, tu planifiais déjà ta sortie. La compagnie était risible. Les amis posaient des questions. Les amants remarquaient des bleus, des taches de sang, et pourquoi tu dormais toujours avec une lame sous l'oreiller. Tu ne pouvais pas te poser. Tu ne pouvais pas te le permettre. Une erreur. Une personne qui te reconnaissait sur un marché. Et toute ta vie se transformait en un sprint vers la grille d'égout la plus proche. Même les autres criminels gardaient leur distance. Les voleurs et les contrebandiers étaient sociables. Toi, t'étais le type qui faisait disparaître les gens. Ils te craignaient. Ou pire, te voyaient comme une responsabilité ambulante. Personne ne voulait partager un ragoût avec quelqu'un dont l'occupation pouvait attirer une foule avec des torchers. Et n'attends pas de la sympathie. Tu ne pouvais dire à personne à quel point il était difficile de dormir après avoir silencieusement étranglé un évêque corrompu. Si tu parlais de ton boulot, les gens supposaient que tu mentais ou que t'étais dangereux. Et ils n'avaient pas tort. Donc tu gardais tes secrets. Tes cicatrices. Et tes armes pour toi. Dans les auberges, tu t'asseyais dans le coin le plus sombre. Dos au mur. Les yeux scannant toujours la porte. Tu ne buvais jamais trop. Tu ne restais jamais plus d'une nuit. Tu ne disais pas ton nom à moins que quelqu'un ne te paie d'abord. Et même dans ce cas, ce n'était probablement pas le vrai. Être un assassin médiéval signifiait perfectionner l'art de disparaître. Non seulement dans une foule, mais de toutes les vies que t'allais jamais avoir. Disons que t'as pris le boulot. T'as planifié ton itinéraire. T'as corrompu le bon portier. T'as déguisé en ramoneur très convaincant. Et puis tu as gelé. Peut-être que la cible s'est retournée de manière inattendue. Peut-être qu'elle était avec son enfant. Peut-être que t'as eu les tremblements au pire moment possible. Et ta main armée d'un couteau a tremblé comme un écureuil terrifié. Devine quoi? T'es maintenant mort. Parce que l'échec pour un assassin médiéval n'était pas une tape sur les doigts ou une mauvaise évaluation de performance. C'était une mort publique. Douloureuse. Et follement théâtrale. Impliquant souvent des cordes, du feu, des roues ou des dispositifs de fer pointus avec des noms comme le délice du briseur d'os. Manquer le coup signifiait faire échouer toute l'opération. Ta cible vivait et disait immédiatement à tout le monde que quelqu'un avait essayé de l'assassiner. Soudain, t'étais plus une ombre.
T'étais un homme recherché avec une description détaillée. Et probablement un croquis grossier agrafé à chaque mur de taverne dans un rayon de 30 kilomètres. Et ces gardes que t'avais contournés auparavant, maintenant ils sont motivés. Parfois, c'était même pas ta cible dont tu devais t'inquiéter, c'était ton client. Si t'échouais, t'étais plus un atout. T'étais une responsabilité. Quelqu'un qui pouvait être torturé, interrogé ou pire, qui pourrait parler. Les mêmes personnes qui t'avaient payé seraient les premières à mettre un deuxième contrat sur ta tête. Et il n'y avait pas de seconde chance. Pas de « désolé, la lame a glissé, je réessayerai demain ». T'avais un seul coup. Un seul moment dans le temps. Et si tu le ratais, le mieux que tu pouvais espérer, c'était mourir. Faut que ça pète vite, avant que quelqu'un découvre qui t'a engagé. L'échec, c'est aussi la honte. La honte silencieuse, humiliante. T'as pas juste échoué à tuer, t'as échoué à être invisible, à être parfait. Et pour les assassins, la perfection c'est la survie. Tout ce qui est en dessous, autant se peindre une cible sur le dos et commencer à répéter son dernier discours. On s'en fout de combien de boulot t'as fait avant. Personne n'en a rien à faire si t'as réussi 12 fois. Parce que dans ce métier, tu vaux pas plus que ton dernier meurtre. Et si ton dernier meurtre n'a pas eu lieu, t'as intérêt à te barrer en courant. Alors tu l'as fait. Le plan a marché. La dague a frappé juste. Pas de cri. Pas de garde. Juste une chute nette au sol et une personne très importante qui ne l'est plus. Félicitations. Maintenant, cours pour ta vie. Parce qu'être un assassin qui réussit au moyen âge, ça voulait pas dire siroter du vin sur un toit pendant que la ville brûle derrière toi. Ça voulait dire fuir à travers des ruelles avec le sang de quelqu'un sur tes bottes et un chien qui renifle déjà ta piste. Il n'y avait pas de tour d'honneur. Pas de verre post-boulot avec des collègues. Pas de débriefing tranquille avec ton client. T'avais même pas le temps d'admirer ton travail. Au moment où ta lame a frappé, ton nouveau boulot s'est devenu échapper à tous ceux qui veulent maintenant t'assassiner de façon de plus en plus créative. Des gardes qui arrivent. Des portes verrouillées. Des chevaux attachés à l'autre bout de la ville. T'es probablement en train de saigner. Fallait que t'aies planifié ta sortie avant le meurtre. Des itinéraires. Des déguisements. Des planques de repli. Peut-être un batelier qui te devait une faveur. Ou au moins qui ne posait pas de questions. Parce que la ville allait être bouclée en quelques minutes. Personne ne voulait de scandale. Et bouclée, ça voulait dire des portes fermées, des points de contrôle armés et une douzaine de types en colère avec des épées qui venaient de recevoir ton croquis approximatif et la phrase « peut-être armé et extrêmement portée sur le poignardage ». Et parlons du client. En supposant qu'il ait réellement l'intention de te payer, il allait pas te retrouver dans une taverne confortable avec un sourire et une carte de remerciement. Il allait probablement disparaître aussi. Parce qu'un assassin qui vient de terminer un boulot, c'est la personne la plus dangereuse au monde. T'en savais trop. T'avais prouvé que tu pouvais entrer dans des endroits où les autres ne pouvaient pas. Donc même quand tu réussissais, tu repartais avec de l'argent dans une main et une cible géante sur le dos. Et qu'est-ce que t'avais gagné? Une semaine à dormir dans des granges, à corrompre des capitaines de ferry, à te raser la barbe dans le noir et à faire semblant de t'appeler frère Lucien pendant que tu essayais de te fondre dans la masse des moines qui partaient vers l'est. Parce que le succès ne signifiait pas la survie. Ça voulait dire recommencer tout le jeu dans une nouvelle ville sous un nouveau nom avec encore plus de gens qui te cherchaient, cette fois. Donc ouais, t'as réussi le meurtre. Maintenant cours comme un dératé. Si être un assassin médiéval n'était pas déjà assez misérable, pauvre, traqué et dormant dans des endroits qui sentaient la chèvre, fallait aussi composer avec la paranoïa merveilleusement créative des gens autour de toi. Parce qu'au Moyen Âge, les assassins n'étaient pas seulement craints, ils étaient considérés comme maudits. Pour le paysan moyen, t'étais pas juste un tueur à capuche. T'étais une créature impie qui chuchotait à des démons et étalait des entrailles de grenouilles sur ta lame sous la pleine lune. Sinon, comment pourrais-tu te faufiler devant des gardes et disparaître dans l'obscurité? La logique n'était pas vraiment populaire à l'époque, mais la superstition, oh, ça, y en avait partout. Certains croyaient que les assassins pouvaient se métamorphoser. D'autres affirmaient que t'étais invisible à moins d'être baigné dans de l'eau bénite.
Un conte populaire suggérait que les assassins faisaient des pactes avec les esprits de la forêt et pouvaient respirer la mort à travers les murs. Imagine te promener dans un village et entendre une femme murmurer « Ne le regarde pas dans les yeux. Il pourrait jeter un sort au bébé. » Même tes outils étaient suspects. Porteur un poignard? Clairement forgé dans une forge maudite. Utiliser du poison? C'était pas de la chimie, c'était de la sorcellerie. Et t'avais probablement remué le tout avec un orteil coupé sous une lune de sang. On pourrait penser que cette peur pourrait t'aider. Après tout, les gens t'évitaient, non? Mais la réalité était pire. Les foules superstitieuses n'hésitent pas. Elles ne posent pas de questions. Elles jettent des pierres. Mettent le feu. Écrient des choses comme « brûlez-le avant qu'il n'appelle la foudre ». Ta réputation faisait que les gens réagissaient de manière excessive. À la seconde où quelqu'un mourait de façon inattendue, maladie, accident, étouffement avec un os de poulet, quelqu'un murmurait « c'était peut-être un homme de l'ombre. C'était peut-être lui. » Tu pouvais être traqué juste pour avoir existé dans le même village qu'une mort suspecte. Ça voulait dire que tu devais continuer à bouger. Ne jamais rester trop longtemps. Et soudain, un prêtre sonne une cloche pendant que 5 fermiers en colère tiennent des fourches comme s'ils attendaient ce moment depuis toujours. Et que le ciel t'aide si t'es pris avec quelque chose de vaguement bizarre. Des herbes séchées. Des pièces de monnaie étranges. Ou même un accent étranger. C'est tout ce qu'il fallait pour que quelqu'un crie « sorcier » et allume une torche. Dans un monde qui croyait que les monstres portaient des visages humains, être trop silencieux, trop intelligent ou trop rapide faisait de toi une menace. Et dans la logique médiévale, les menaces devaient mourir rapidement et de préférence dans les flammes. Ah, le poison. L'arme d'élégance de l'assassin. Une mort silencieuse. Pas de dégâts. Pas de cris. Pas d'acier sur os. Juste une gorgée. Un titubement. Un soupir. Et c'est fini. C'est la théorie. En pratique, empoisonner quelqu'un au moyen âge, c'était comme essayer de gagner une bagarre de bar avec de la tisane et une mauvaise attitude. Tout d'abord, les poisons n'étaient pas fiables. T'avais pas accès au cyanure purifié ou à une petite pilule étiquetée « mort rapide ». T'avais des plantes. Des champignons. Des minéraux. Peut-être un crapaud de temps en temps. Fallait que tu les ramasses. Que tu les broies. Et que tu pries. Et même dans ce cas, ça pouvait juste donner une indigestion à la cible et un engagement renouvelé envers son équipe de garde anti-assassin. Il n'y avait pas de mesure scientifique. Tu ne dosais pas précisément. Tu faisais ça au pif. Une pincée de trop peu, et le noble vomit et annule le dîner. Une pincée de trop, et tu meurs d'exposition avant que le premier plat ne soit servi. De plus, les cuisines médiévales étaient chaotiques. Tu pouvais pas juste entrer et assaisonner la soupe avec de la belladone. Fallait que tu corrompes ou que tu usurpes l'identité d'un cuisinier. Que tu te faufiles pendant que personne ne regardait. Ou pire, que t'essaies d'empoisonner un repas qui allait passer par 3 goûteurs et un chien. Oui, un chien. Et si ta victime était un noble, elle ne mangeait pas juste de la nourriture, elle traitait ça comme une opération militaire. Les repas étaient goûtés, bénis et reniflés par tout le monde, du majordome au bouffon. Au moment où la nourriture atteignait leur assiette, elle avait traversé plus de sécurité qu'un mariage royal. Même en supposant que tu l'aies fait. Que t'aies glissé le poison. Qu'il n'ait pas été détecté. Et que la cible l'ait effectivement mangé, la suite était extrêmement imprévisible. Certains poisons prenaient des heures. Certains prenaient des jours. Une minute, ta cible riait à une blague. La minute suivante, elle se tordait le ventre et exigeait de voir son astrologue. Et si elle survivait, devine qui elle allait blâmer? Pas le cuisinier. Pas le goûteur. Toi. L'homme silencieux avec les connaissances en herboristerie et les yeux agités. Donc, l'empoisonnement n'était pas efficace. C'était risqué. Lent. Et plein de variables. Aucune en ta faveur. Et si t'étais pris, t'avais pas droit à une mort rapide. T'étais interrogé avec des outils jusqu'à ce que tu confesses avoir empoisonné tout le monde, du duc au chien. On pourrait penser que si t'avais réussi à changer le cours de l'histoire en éliminant un tyran,
en sabotant une lignée royale ou en réduisant au silence une menace politique, quelqu'un se souviendrait de ton nom. Eh bien non. T'étais un assassin. Ça voulait dire que ton nom n'était pas censé être rappelé. Au mieux, t'étais une rumeur. Une silhouette à capuche. Un étranger aux yeux froids. Ou l'homme silencieux qui n'a jamais fini sa bière. T'aurais pu réussir le coup le plus légendaire du siècle et quand même finir comme une mort mystérieuse dans les archives officielles. En fait, c'était ça le but. Ton client ne voulait pas une histoire, il voulait un déni plausible. Moins il y avait de gens qui savaient qu'il avait fait, plus ils étaient en sécurité. Et moins ils risquaient de finir empoisonnés par leur propre assassin. Donc, ton nom était enterré au moment où le boulot était terminé. Si t'en avais même utilisé un vrai. Tu ne signais pas ton travail. Tu ne te vantais pas. Tu ne gardais pas de trophée. Tu n'existais pas en dehors du moment du meurtre. Et si quelqu'un connaissait ton nom, c'était une fin lâche. Et dans ton métier, les fins lâches avaient une durée de conservation très courte. Et oublie l'honneur. Il n'y avait pas de médaille pour le silence. Pas de monument de pierre pour l'homme qui a arrêté une guerre avec un seul poignard dans la nuit. Si un noble voulait une statue, il en commandait une pour lui-même. Toi, t'avais droit à une boîte en bois. Une tombe anonyme. Ou, si les choses tournaient vraiment mal, une tête sur une pique étiquetée « traître ». Parfois, ton nom n'était connu que pour qu'il puisse être maudit. Tu devenais un avertissement murmuré. Ne contrariez pas le roi. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Lord Ulrich. Oui. Et l'homme qui l'a fait? Parti comme un fantôme. C'était ça, ton héritage. Pas la gloire. Pas la peur. Juste l'absence. T'étais pas censé laisser une marque. T'étais censé disparaître. Et si tu restais assez longtemps pour être connu, c'était une erreur fatale. Parce que dans le monde médiéval, on se souvenait des héros, on effaçait les assassins. Donc t'as survécu. T'as réussi le boulot. T'as même réussi à être payé. Un miracle en soi. Maintenant, tout ce que t'as à faire, c'est te faire discret. Garder la tête basse. Et faire confiance à ton client pour honorer le marché et protéger ton identité. Vraiment? Parce que dans le monde de l'assassinat médiéval, il y avait une règle encore plus sacrée que « ne te fais pas prendre ». Ne fais jamais confiance à personne. Surtout pas à la personne qui te paie. Ton client, qu'il soit un noble, un marchand ou un évêque avec de l'ambition et une morale très flexible, ne t'a pas engagé par respect. Il t'a engagé parce qu'il avait besoin que quelque chose d'horrible soit fait. Et t'étais l'outil le plus tranchant dans l'ombre. Une fois le boulot terminé, t'es devenu une responsabilité. T'en savais trop. Tu savais qui voulait la mort de qui, quand, pourquoi et peut-être combien ils étaient prêts à payer pour ça. Ça te rendait dangereux. Pas seulement pour leurs ennemis, mais pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils te ghostaient. Ils n'y t'avoir jamais rencontré. Ou pire, ils envoyaient quelqu'un d'autre après toi pour nettoyer. Pour sceller le contrat avec quelque chose de plus tranchant que de l'encre. Il y avait même des cas où des clients réservaient 2 fois. Engager un assassin pour faire le boulot et un autre pour tuer le premier immédiatement après. Pas de remboursement. Juste un risque réduit. Et si tu osais essayer de faire chanter un client, de menacer de le dénoncer, c'était audacieux. Et aussi ta dernière erreur. Parce que les personnes puissantes au Moyen Âge ne négociaient pas avec les assassins. Elles les écrasaient. Si ton client avait une once d'honneur, une espèce rare, en effet, tu pourrais être payé et laissé tranquille. Mais même dans ce cas, tu devais quand même supposer qu'il te surveillait de loin avec quelqu'un qui aiguisait déjà l'acier et mémorisait ta démarche. T'étais le secret qui ne pouvait pas parler. L'ombre qui ne pouvait pas rester. Même le succès ne suffisait pas à gagner la confiance. Parce qu'à leurs yeux, si t'avais tué une fois, tu pouvais tuer à nouveau. Et personne, pas même la personne qui t'avait engagé, ne voulait être le prochain. Disons que d'une manière ou d'une autre, t'as battu les probabilités. T'as survécu aux meurtres, aux mensonges, aux empoisonnements, aux trahisons. T'as survécu à tes ennemis, à tes employeurs et probablement à ton propre sens de la moralité. Maintenant, quoi? Tu prends ta retraite? Absolument pas.
Parce qu'au Moyen Âge, les assassins n'avaient pas de plan de retraite. Il n'y avait pas de banquet d'adieu. Pas de cottage tranquille au bord de la mer. Pas de pension versée en pièces d'or et de murmures reconnaissants. Tu ne te fondais pas dans une vie paisible. Tu disparaissais. Ou tu mourais. Souvent les deux. Le problème était simple. T'étais jamais en sécurité. Même si tu quittais le boulot, ton passé, lui, non. T'avais trop de secrets dans ta tête. Trop de noms dans ta mémoire. Et trop de sang sur tes mains. Les gens ne voulaient pas que tu prennes ta retraite. Ils voulaient qu'on t'oublie. Ce qui signifiait généralement enterrer. Et même si personne ne venait après toi, et c'est un grand si, tu devais vivre avec la peur constante que quelqu'un le fasse. Qu'un nouvel assassin, jeune et désireux de faire ses preuves, vienne de recevoir un contrat pour une silhouette de l'ombre qui était autrefois quelqu'un de dangereux. Alors tu changeais de nom à nouveau. Tu déménageais dans un village où personne ne posait de questions. Tu simulais une boiterie. Tu vendais des herbes. Tu prétendais avoir travaillé comme garde autrefois. Mais même dans ce cas, tu ne dormais pas bien. Tu évitais les foules. Tu t'asseyais toujours face à la porte. Tu gardais ton poignard sous la planche du plancher à côté de la bourse de pièces que tu ne touchais jamais. Parce qu'elle sentait encore l'homme que tu l'avais gagné. Et tu ne pouvais pas non plus te faire confiance. Des années de meurtres silencieux et d'évasion rapide avaient fait quelque chose à ton cerveau. Chaque coup à la porte te faisait sursauter. Chaque étranger sur la route pouvait te reconnaître. T'arrêtais de rêver. Parce que rêver était dangereux. Tu ne pouvais pas aimer. Tu ne pouvais pas te détendre. Tu ne pouvais pas rire trop fort. Tu vivais comme un fantôme faisant semblant d'être un homme. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de fin de partie pour un assassin médiéval. Juste une lente et froide disparition dans l'obscurité. Toujours en mouvement. Toujours à surveiller. Jusqu'à ce qu'un jour tu glisses dans l'obscurité et que personne ne le remarque. Et peut-être que c'était le mieux que tu pouvais espérer. Maintenant, t'as probablement compris. Être un assassin médiéval, ce n'était pas sombrement romantique. Ce n'était pas noble. Ce n'était même pas si rentable. C'était une carrière sinistre. Ingrate. Courte. Enveloppée dans du lin taché de sang et suivie par une foule de gens qui voulaient ta mort. Tu ne durerais pas. Pas une semaine. Peut-être même pas une journée. Parce que tu commencerais avec les mauvaises hypothèses. Que tu serais lisse. En contrôle. Un murmure dans l'obscurité. Mais ce que tu serais vraiment, c'est froid. Affamé. Et une mauvaise supposition loin de la corde. Tu te faufilerais dans la ville. La cape serrée. Prêt à l'action. Seulement pour découvrir que ta cible a déménagé. Les gardes sont ivres, mais nerveux sur la gâchette. Et le garçon d'écurie que t'as payé pour des informations vient de te vendre pour une chope de bière et un morceau de pain. Tu gèlerais au mauvais moment. Tu poignarderais le mauvais type. Tu te ferais repérer par la femme de chambre de quelqu'un qui a une fois vu ton visage près de la chapelle. Et soudain, t'es plus une ombre. T'es le problème. Et après? Tu cours. Mais t'es pas habitué au terrain médiéval. La boue. Les pavés inégaux. Le nombre absolument dingue de poulets en liberté dans la rue. Tu glisses. Tu tombes. Tu te fais tacler par un garde nommé Thomas qui vient de se faire larguer et qui cherche un moyen de se défouler. Et disons que tu survis à ça. Alors tu dois gérer les conséquences. Pas d'alliés. Pas d'honneur. Et pas d'avenir. Juste des murmures. De la suspicion. Et la prise de conscience croissante que même si tu réussis, le mieux que tu puisses espérer, c'est mourir vieux et seul en te cachant derrière un faux nom dans un village qui croit encore aux faits. Donc non. Tu ne durerais pas. Et franchement, tu devrais pas essayer. Parce que la vie d'assassin n'était pas cool. C'était une machine cruelle qui mâchait les gens et ne recrachait que des ombres. Elle offrait le pouvoir sans la paix et un but sans une place dans le monde. Tu n'écrivais pas l'histoire. Tu t'effaçais de celle-ci. Et la seule chose qui t'attendait à la fin, c'était le silence. Un silence que personne ne remettrait en question.
Parce que personne ne se souvenait même que t'étais là en premier lieu. Avant d'être la reine redoutée de Macédoine, Olympia était connue sous le nom de Myrtalée, une princesse molosse des terres tribales accidentées d'Épire. Son peuple prétendait descendre d'Achille lui-même, et que le sang des héros coule vraiment dans ses veines ou non, une chose était sûre, ce n'était pas une femme née pour les coulisses de l'histoire. Dès son plus jeune âge, Myrtalée était imprégnée de mystères et de rituels. Son éducation a été façonnée non seulement par la politique, mais par la prophétie, les droits extatiques et une vénération pour les anciens dieux. Elle n'était pas le genre de princesse qui souriait et brodait des tapisseries. Non, elle était attirée par les serpents, les présages et les cérémonies frénétiques du culte de Dionysos où les femmes dansaient pieds nus au clair de lune et invoquaient le divin dans des états de transe. Sa connexion au Dieu n'était pas performative, elle était personnelle. Elle ne se contentait pas d'adorer, elle incarnait, selon des sources antiques probablement écrites par des hommes à la fois terrifiés et fascinés, elle gardait des serpents sacrés dans ses chambres et leur permettait même de s'enrouler à côté d'elle dans son lit. Que ce soit un fait littéral ou le genre de calomnie que les femmes puissantes attirent comme des mouches, nous ne le saurons jamais, mais ça lui collait à la peau. Elle rendait ses alliés pour ses alliés, c'était une sainte, pour ses ennemis, elle était dangereuse. Son vrai pouvoir n'a pas commencé sur un champ de bataille ou dans une salle du trône, mais dans le vacillement angoissant de la lumière des torchers, parmi les murmures des prêtresses et les corps enroulés des serpents. Elle n'était pas juste une princesse, elle était un oracle vivant, une femme touchée par quelque chose de plus ancien que la politique et de plus froid que l'acier. Alors, quand Philippe II de Macédoine, brutal, brillant et connu pour être un chaud lapin, est arrivé sur l'île de Samothrace pour une initiation religieuse, il n'a pas juste rencontré une belle princesse, il a rencontré un mystère auquel il ne pouvait pas résister. Leur mariage n'était pas juste une alliance politique, c'était une collision de prophétie et de pouvoir, dès le début, c'était plein de présages. Certains disaient que la foudre avait frappé le ciel lors de leur nuit de noces, d'autres affirmaient qu'Olympia avait rêvé d'un éclair entrant dans son ventre. Tout cela deviendrait légende, mais une chose est certaine, l'union d'Olympia et de Philippe n'a pas juste créé un enfant, elle a créé Alexandre le Grand et elle avait l'intention de façonner son destin dès son premier souffle. Le mariage d'Olympia avec Philippe II n'était pas le conte de fées auquel on pourrait s'attendre pour une reine qui donnerait un jour naissance à un empire. Dès le début, c'était un mélange explosif de prophétie, d'orgueil et de paranoïa. Philippe, impitoyable, charismatique et collectionnant déjà les femmes comme des trophées, a épousé Olympia vers 357 avant notre ère. Elle était probablement juste une adolescente, mais elle n'était pas naïve. Elle a vu en Philippe un homme dont l'ambition égalait la sienne et peut-être même un partenaire divin pour son destin spirituel. La Macédoine n'était pas exactement un royaume facile à conquérir. C'était une terre de fer et d'ambition où les rois étaient tués par des cousins et les frères se transformaient en rivaux du jour au lendemain, mais Olympia, la prêtresse d'Épire, est entrée la tête haute et les yeux déjà rivés sur la couronne. Leur mariage a été tumultueux dès le début. Philippe, malgré tout son génie politique, n'était pas fait pour la monogamie. Il allait épouser plusieurs femmes, souvent pour des alliances, toujours pour le pouvoir, mais Olympia n'était pas du genre à rester assise tranquillement dans l'ombre. Elle tenait sa propre cour, entretenait ses propres alliances et était connue pour se tourner vers les oracles et les rites pour deviner son avenir et peut-être le destin de Philippe. Puis vint la naissance d'Alexandre, même cela était enveloppé d'un drame céleste. Les légendes disent qu'Olympia a rêvé qu'un éclair frappait son ventre et que des flammes dansaient autour de son enfant sans le brûler. Philippe aurait eu une vision de sceller le ventre de sa femme avec un lion. Oui, un lion littéral. Qu'ils aient cru ces visions ou qu'ils les aient inventées, ils ont certainement agi comme si Alexandre était destiné à régner non seulement sur un royaume, mais sur le monde. Mais même si l'enfant était célébré, les fissures dans le mariage royal se sont approfondies. Olympia en voulait aux autres femmes de Philippe, en particulier à sa mariée macédonienne Cléopâtre Eurydice, qu'il a épousée plus tard dans sa vie. C'était plus qu'une simple affaire domestique, c'était une menace. Cléopâtre était née macédonienne et tout fils qu'elle porterait serait plus pur aux yeux de la noblesse locale, une menace directe pour l'avenir d'Alexandre. Olympia le voyait clairement, le palais n'était pas juste une maison, c'était un champ de bataille et elle allait utiliser chaque serpent, rêve, rituel et murmure qu'elle avait pour s'assurer que son fils ne soit pas seulement mémorisé, mais couronné. Elle n'était plus Myrtalée, elle était Olympia maintenant et personne n'allait prendre le trône de son fils sans affronter sa colère.
À l'époque où Alexandre était adolescent, le palais macédonien de Péla était devenu une zone de guerre d'insultes voilées, de manœuvres politiques et d'amères rivalités. Olympia ne se battait pas seulement pour l'influence, elle se battait pour sa survie. Elle savait que la cour était remplie de serpents, mais c'était elle qui leur avait appris à mordre. Philippe II avait commencé à prendre ses distances avec elle. Il faisait plus de campagne, buvait plus, peut-être le pire de tout, écoutait plus ses conseillers macédoniens. Le coup de grâce est venu quand il a épousé une jeune noble nommée Cléopâtre Eurydice, à ne pas confondre avec la Cléopâtre d'Égypte. Cette Cléopâtre était née macédonienne et son oncle Attale était l'un des principaux généraux de Philippe. Pour Olympia, ce n'était pas seulement une trahison, c'était une déclaration de guerre. La cérémonie de mariage a été un désastre. Au festin, Attale a ridiculisé Olympia et Alexandre en remettant en question la légitimité de la naissance d'Alexandre. Était-il vraiment le fils de Philippe ou était-il l'enfant d'un dieu comme Olympia aimait le prétendre? C'était censé être une insulte, mais Olympia s'est emparée du mythe. Qu'il chuchote, qu'il croit que son fils est touché par Zeus, ça le rendait intouchable. Alexandre a quitté le festin en trombe, Olympia a quitté la Macédoine complètement, se retirant en Épire, mais son exil n'était pas une défaite, c'était une stratégie. Dans sa patrie, elle était toujours une royauté, elle pouvait rassembler des soutiens, chuchoter à l'oreille et regarder le palais de Philippe commencer à pourrir de l'intérieur. Elle n'avait pas besoin d'être physiquement présente pour être dangereuse. Puis est venue l'onde de choc. Philippe a été assassiné au mariage de sa fille. Juste au moment où il était sur le point d'envahir la Perse. Juste au moment où il était sur le point de se couronner non seulement roi de Macédoine, mais empereur potentiel du monde connu. La question qui résonnait dans chaque couloir de marbre et chaque salle éclairée au flambeau était la même. Qui a fait ça? Était-ce Pausania, le garde du corps éconduit qui a commis l'acte? Était-ce le résultat d'intrigues de cour? Était-ce Alexandre lui-même ou, murmurait-le doucement, était-ce Olympia? Personne ne pouvait le prouver. Personne n'osait. Mais beaucoup le croyaient. Après tout, en quelques jours, Cléopâtre Eurydice et son nouveau-né étaient morts. Assassinés, certains disent, par Olympia elle-même. Le serpent était revenu au palais et maintenant rien ne se dressait entre son fils et le trône. Avec Philippe mort et la Macédoine en deuil ou en confusion, Olympia a fait son geste. Pendant que d'autres se battaient pour comprendre le chaos, elle a agi rapidement, brutalement, de manière décisive. D'abord, Cléopâtre Eurydice, la jeune reine macédonienne et épouse rivale, a été éliminée. Selon des récits effrayants, Olympia n'a pas juste ordonné sa mort, elle a rendu sa mort symbolique, publique, humiliante. Certains disent que Cléopâtre a été forcée de se pendre après avoir vu sa fille être assassinée. D'autres affirment qu'Olympia a fait jeter l'enfant sur un bûcher funéraire. Ce qui est convenu, c'est ça, aucune pitié n'a été montrée. Olympia a compris ce que beaucoup de mères dans les cours anciennes refusaient d'accepter. Dans un palais royal, la pitié est un handicap. Un enfant rival, aussi petit soit-il, est une guerre future et Olympia avait fini de jouer la défense. Avec Cléopâtre et sa lignée effacée, elle pouvait tourner son attention vers la sécurisation du trône d'Alexandre. Son fils adolescent, audacieux, brillant, déjà formé par Aristote, a été déclaré roi sans opposition sérieuse, mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas seulement son charisme ou l'héritage de son père qui ont rendu cela possible, c'était Olympia. Elle savait quels généraux menacer, quels nobles flatter et quels ennemis éliminer discrètement. Elle ne protégeait pas seulement l'ascension de son fils, elle l'orchestralte. Alexandre lui-même n'approuvait pas toujours. Il aurait désapprouvé la violence contre la famille de Cléopâtre, mais il ne l'a pas arrêtée non plus. Parce qu'au fond de lui, il savait ce qu'Olympia avait toujours su, le pouvoir exige du sang et en Macédoine, les lignées étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Avec son fils maintenant roi, Olympia a commencé à se retirer légèrement de la vie publique, mais ce n'était pas une retraite. Elle est simplement passée des frappes ouvertes à l'influence murmurée. Pendant qu'Alexandre se préparait à lancer sa conquête de la Perse, elle est restée derrière, non pas en tant que reine-mère passive, mais en tant que gardienne spirituelle de son destin. Elle lui a envoyé des reliques sacrées, a consulté des oracles et a effectué des rituels en son nom. Pour Olympia, la mission de son fils n'était pas seulement militaire, elle était divine.
Alexandre n'allait pas à la guerre, il accomplissait une prophétie et tant qu'elle respirait, aucun rival macédonien, perse ou autre ne ferait dérailler ce plan divin. Elle avait couronné son fils, elle avait nettoyé le palais, maintenant elle allait garder son empire derrière le rideau, les dents découvertes. Pendant qu'Alexandre marchait vers l'est pour conquérir le monde connu, Olympia est restée derrière en Macédoine, une reine sans trône, mais pas sans pouvoir. Son titre officiel était reine-mère, mais ne vous y trompez pas, elle régnait en tout sauf en nom. Bien que la régence ait été techniquement confiée à Antipater, l'un des généraux de confiance d'Alexandre, Olympia a refusé d'être mise de côté. Elle a écrit des lettres à son fils constamment, conseillant, avertissant, parfois le réprimandant. Ce n'étaient pas les douces lettres d'une mère aimante, c'étaient des briefings politiques mêlés d'oracles et de venin et Alexandre, à des milliers de kilomètres, lisait chaque mot. Elle lui rappelait qui étaient ses vrais ennemis, elle remettait en question la loyauté de ses compagnons, elle critiquait sa fascination pour les coutumes perses, son choix d'épouse et sa coquetterie avec le fait de s'appeler un dieu. Personne d'autre n'osait lui dire ces choses, mais Olympia n'avait jamais peur de parler en tant que mère ou prêtresse de la volonté divine. De retour en Macédoine, Antipater est devenu de plus en plus rancunier. Olympia le minait à chaque tournant. Elle utilisait son statut, son autorité religieuse et ses liens familiaux pour susciter l'opposition contre lui. Elle avait de l'influence en Épire, en Thessalie et parmi l'aristocratie. Elle pouvait répandre des rumeurs comme une traînée de poudre et avec Olympia, un murmure pouvait être plus mortel qu'une épée. Pendant ce temps, ses lettres à Alexandre sont devenues plus urgentes. Elle l'avertissait de l'ambition d'Antipater, le peignant comme un second Philippe prêt à trahir et à usurper. Qu'elle le croie vraiment ou qu'elle craigne simplement de perdre le contrôle, elle n'a cessé d'inciter son fils à agir. Alexandre, cependant, hésitait. Il avait besoin d'Antipater pour maintenir l'ordre en Grèce pendant qu'il se battait en Asie et ainsi le fossé entre la mer et le général s'est élargi. Olympia a regardé, elle a attendu, mais sous ses robes religieuses et son inquiétude maternelle, elle devenait impatiente. Elle n'avait pas enduré des années de guerre de palais pour être gouvernée par un vieux soldat. À mesure que l'empire d'Alexandre s'étendait de l'Égée à l'Inde, Olympia a vu des fissures se former. Il en prenait trop, faisait confiance à trop de conseillers étrangers et s'éloignait de la mer et des dieux qu'il avait faits. Elle croyait que ses victoires venaient de la faveur divine et d'elle et s'il l'oubliait, eh bien, Olympia savait comment rappeler au roi qui ils étaient vraiment, même si ce roi était son propre fils. Quand la nouvelle de la mort d'Alexandre à Babylone a atteint la Macédoine en 323 avant notre ère, elle n'est pas arrivée comme une trompette, elle est arrivée comme une dague. Pour Olympia, ce n'était pas seulement la perte d'un fils, c'était l'effondrement d'un monde qu'elle avait passé des décennies à construire. Son garçon, la tempête divine qu'elle avait prophétisée, soulevée, déclenchée, avait disparu et il n'avait laissé derrière lui ni air pur, ni successeur unique, seulement le chaos. Le puissant empire qu'il avait sculpté était déjà en train de se fracturer. Les généraux, ses soi-disant successeurs, étaient déjà en train de se le partager comme des chacals autour d'un cadavre. Antipater détenait toujours le pouvoir en Macédoine et en Grèce et il n'avait aucun amour pour Olympia. Pire, sa fille Cléopâtre, la sœur d'Alexandre, était courtisée par des généraux rivaux pour le mariage, chacun espérant utiliser sa lignée comme une revendication au trône. Olympia a vu ce qui allait arriver. La guerre civile n'était pas une possibilité, elle était inévitable et une fois de plus, elle allait devoir agir, mais elle n'avait plus Alexandre. Ce qu'elle avait à la place, c'était sa lignée, son jeune fils Alexandre IV, né de Roxane, la princesse bactrienne. Alexandre avait épousé Roxane. Toujours en Macédoine, elle était vulnérable. Le garçon l'était encore plus. Olympia a reconnu que le nourrisson était maintenant le dernier véritable héritage de son fils et que cela faisait de lui une cible, mais aussi une arme. Elle s'est alliée à Roxane et au garçon, déterminée à les protéger et à utiliser le droit de naissance de l'enfant pour faire valoir ses propres droits sur le champ de bataille politique. Mais le vent tournait. Les généraux qui s'étaient autrefois inclinés devant Alexandre n'avaient aucun intérêt à s'agenouiller devant sa veuve ou sa mère. Ils avaient des armées maintenant, des ambitions et des rancunes. Olympia n'a pas bronché. Elle avait affronté des serpents, des traîtres et des rois. Quelques seigneurs de guerre avec des couronnes et des lances volées n'allaient pas lui faire peur. Alors elle a comploté, elle a attendu,
elle a regardé Antipater mourir et être remplacé par son fils Cassandre, un homme avec de la glace dans les veines et aucune tolérance pour les jeux de la vieille reine. Ce n'était qu'une question de temps avant que ces deux forces ne s'affrontent, la mère serpent d'Alexandre et l'usurpateur aux yeux froids qui voulait l'enterrer. Alexandre était parti, mais son ombre bougeait encore et Olympia était toujours enroulée dedans, prête à frapper. Des années après la mort d'Alexandre, alors que son empire s'effondrait dans la guerre civile, Olympia a fait son geste le plus audacieux à ce jour, elle est retournée en Macédoine, non pas en tant que mère en deuil, mais en tant que force politique de fureur divine. La régence avait été éclatée. Cassandre, le fils de son vieil ennemi Antipater, s'emparait du pouvoir et Roxane, ainsi que le jeune Alexandre IV, était effectivement emprisonné. Olympia a vu l'écriture sur le mur. Si elle n'agissait pas maintenant, son petit-fils disparaîtrait comme une ombre au crépuscule. Alors, elle a conclu un accord avec Polyperchon, un général vieillissant qui détenait encore une étincelle d'autorité légitime. Olympia reviendrait non pas pour supplier, mais pour régner. Avec le soutien de Polyperchon, elle est entrée en Macédoine à la tête d'une armée. Au moment où ses pieds ont touché le sol natal, tout a changé. Les villes ont ouvert leurs portes, les soldats ont fait défection à ses côtés, même certains de ses anciens ennemis ont hésité. Olympia, malgré son âge, était toujours un nom qui faisait trembler le sol. Puis est venue sa vengeance. Un par un, elle a traqué les loyalistes de Cassandre et quand elle a finalement attrapé Philippe III Aridaio, le demi-frère handicapé mental d'Alexandre et roi fantoche, elle a ordonné son exécution. Selon certaines sources, sa femme Eurydice a été capturée et a eu la possibilité de se suicider. Quand elle a refusé, Olympia l'a fait étrangler. C'était une brutalité voilée dans un protocole royal et Olympia, toujours théâtrale, a mis en scène la scène comme une déesse rendant la justice. Son message était clair, seule la lignée d'Alexandre avait le droit de régner. Tous les autres étaient des prétendants. Pendant un bref moment flamboyant, Olympia a tenu le royaume dans ses griffes. Elle avait restauré la dynastie. Elle avait vengé les trahisons. Elle avait rappelé à la Macédoine à quoi ressemblait le pouvoir royal lorsqu'il était exercé par une femme qui n'avait plus rien à perdre. Mais le pouvoir en Macédoine était comme le feu dans l'herbe sèche et Cassandre était toujours là, à calculer, à attendre son heure. Il est revenu avec une vengeance. Son armée était plus nombreuse que la sienne, ses ressources plus profondes, sa cruauté plus froide. Ses alliés ont commencé à l'abandonner. Polyperchon a perdu de l'influence. Le vent a tourné. Olympia, maintenant isolée dans la forteresse de Pydna, a regardé ses ennemis se rapprocher. Elle avait allumé l'allumette, la Macédoine avait brûlé et maintenant la fumée était épaisse et ses ennemis étaient aux portes. Olympia, autrefois la femme la plus crainte du monde antique, s'est maintenant retrouvée assiégée dans la forteresse côtière de Pydna, seule, coupée du monde, entourée par l'armée de Cassandre qui était venue finir ce que son père avait commencé. Mais Olympia n'a pas supplié. Elle n'a pas plaidé. Pendant près d'un an, elle a enduré le siège comme une statue sculptée dans la colère divine. La nourriture s'est raréfiée, la maladie s'est insinuée, les alliés ont disparu. Pourtant, à l'intérieur des murs de la forteresse, elle a conservé la même présence inébranlable qui avait autrefois fait trembler les rois. Jusqu'à la toute fin, elle s'est comportée non pas comme une prisonnière, mais comme la mère d'un dieu. Cassandre, toujours prudent, a hésité. Il savait que tuer Olympia était dangereux. Même maintenant, elle portait un mythe autour d'elle comme une armure. Elle était toujours la mère d'Alexandre le Grand. La frapper pourrait sembler un blasphème. Alors, il lui a offert la sécurité. Qu'elle se rende, a-t-il dit, et sa vie serait épargnée. Olympia savait mieux. Elle avait vu trop de promesses royales réduites en cendres. Pourtant, la fin n'était plus juste un inconfort, c'était la mort. Sa garnison a cédé. Ses partisans se sont rendus et Olympia, inflexible jusqu'à la toute fin, a finalement été livrée à ses ennemis. Cassandre ne l'a pas tué lui-même. Cela aurait été trop simple et trop miséricordieux. Au lieu de cela, il l'a livrée aux familles de ceux qu'elle avait exécutés lors de son bref retour au pouvoir. Qu'ils décident de son sort. Ils l'ont condamné à mort. Mais voici le hic. Quand les bourreaux sont venus, personne n'a osé porter le premier coup. Olympia se tenait droite, royale,
silencieuses, les yeux fixés sur eux comme un oracle regardant à travers la fumée. C'étaient des Macédoniens. Ils avaient grandi en entendant parler de ces rituels, de ces visions, de ces serpents. Ils avaient autrefois acclamé son fils comme un dieu vivant et maintenant, la voilà, une vieille femme fragile enveloppée de mythes et pas un seul homme n'a eu le courage de brandir l'épée. Alors, Cassandre a envoyé d'autres personnes, des étrangers, des personnes de l'extérieur, des gens qui n'avaient aucun souvenir de son pouvoir, seulement des ordres à suivre. Et ainsi, Olympia a finalement été abattue, non pas avec cérémonie, non pas avec dignité, mais avec silence. Sa mort a marqué la fin de la lignée d'Alexandre dans tout pouvoir significatif et avec elle, la dernière braise d'un empire fondé sur l'ambition divine a été étouffée. Mais même dans la mort, Olympia a laissé derrière elle une ombre et l'histoire n'oublierait jamais la reine serpent. Olympia n'est pas morte sur un trône, mais dans la poussière, désarmée, abandonnée et exécutée par les mêmes personnes qu'elle avait autrefois régné. Mais l'histoire est étrange, elle ne favorise pas toujours ceux qui meurent dans des draps de soie, parfois elle se souvient de ceux qui sont tombés en sifflant et Olympia n'était pas faite pour une histoire tranquille. De son vivant, elle avait manié la maternité comme une épée et la prophétie comme un bouclier. Elle n'était pas seulement la mère d'Alexandre le Grand, elle était l'un des architectes de son ascension. Sans elle, il n'y a pas de mythe de l'enfant divin, pas de rituel chuchotant des éclairs et des lions, pas de purge impitoyable des rivaux qui a dégagé la voie pour qu'un roi adolescent règne sur le monde connu. Olympia n'a pas juste donné naissance à un empire, elle l'a défendu avec des griffes. Pourtant, même parmi les dynastes les plus impitoyables du monde antique, Olympia se démarque. Elle ne commandait pas les armées sur le terrain comme Cléopâtre, ni ne partait au combat comme Boudica. Son champ de bataille était plus subtil et plus froid. C'était un monde de coupes empoisonnées, de mariages politiques, de prêtresses et d'oracles. Elle comprenait le pouvoir de la peur, et, plus important encore, elle comprenait le pouvoir de la croyance. Elle a fait croire aux gens que son fils était divin et elle a peut-être fini par le croire elle-même. Ses ennemis l'ont qualifiée d'assassin, de sorcière, de manipulatrice et ils n'avaient pas tort. Olympia était tout cela et plus encore. Elle était le produit d'un monde brutal qui respectait la ruse bien plus que la gentillesse et elle a appris tôt que la miséricorde était un luxe que les reines ne pouvaient pas se permettre. Dans les siècles qui ont suivi, elle a été à la fois vilipendée et mythologisée. Certains l'ont appelée une méchante, d'autres une visionnaire, mais aucun historien, ancien ou moderne, ne pourrait la qualifier d'inutile. Elle a hanté l'héritage d'Alexandre comme un fantôme, toujours en arrière-plan, toujours juste derrière le rideau et peut-être que c'est exactement laquelle appartenait, non pas en tant que mère tragique ou note de bas de page dans l'histoire d'un roi, mais en tant qu'histoire à elle seule, la femme qui s'est enveloppée dans la prophétie, a dormi à côté des serpents et a survécu aux dieux. Les os d'Olympia se sont transformés en poussière il y a longtemps, mais sa légende perdure dans chaque conte de reines impitoyables, dans chaque murmure de destin sanglant, dans chaque empire bâti sur le mythe. Elle est toujours là, enroulée dans l'obscurité. Sur l'île de Crète, blanchie par le soleil, à quelques kilomètres au sud de la ville moderne d'Héraclion, se trouve une ruine qui ressemble plus à un rêve qu'à un lieu réel. Des couloirs de pierre serpentent dans toutes les directions, des pièces se tordent et se replient, des escaliers ne mènent nulle part. Il est facile de perdre son sens de l'orientation, même aujourd'hui. Cet endroit est Knossos, le cœur de la civilisation minoenne et la source d'inspiration supposée de l'un des mythes les plus durables de l'histoire humaine, le labyrinthe du Minotaure. Mais avant qu'il n'y ait une légende, il y avait un palais pas comme les autres. Construit vers 1900 avant notre ère et agrandi au cours des siècles, Knossos n'était pas seulement une résidence royale, c'était une ville entière sous un même toit. Couvrant près de 15 000 mètres carrés, il comportait plus d'1 millier de pièces, des puits de lumière, des entrepôts, des sanctuaires, des ateliers et ce qui pourrait avoir été les premières toilettes à chasse d'eau de l'histoire. Il avait l'eau courante, des appartements à plusieurs étages et un système complexe de circulation d'air. Ce n'était pas une forteresse primitive, c'était un chef-d'œuvre architectural. Pour les archéologues modernes, Knossos ressemble à un chaos organisé. Pour les anciens visiteurs, cela devait ressembler à de la magie. L'homme qui a fait connaître Knossos au monde moderne était l'archéologue britannique Arthur Evans au début des années 1900. Evans a fouillé le site et a rapidement été convaincu qu'il s'agissait de l'origine du mythe grec du labyrinthe. La disposition était